Bonjour à toutes et à tous. Ce webinaire est un peu particulier. Il se focalise sur des erreurs fréquentes qu'on voit en communication digitale. Super, impec pour le son, parfait. Sur les erreurs fréquentes qu'on voit en communication digitale. Et pour le coup, ce sont des erreurs que nous, on perçoit lorsqu'on fait des rendez-vous clients, ou plutôt des rendez-vous prospects, sur lesquels en fait on se dit il y a quand même une récurrence dans les erreurs qu'on voit, et c'est bien d'en parler ouvertement pour justement que les suivants entre guillemets ne fassent pas les mêmes erreurs. Ce sont des choses qui peuvent être gérées en fait directement en interne, hein. Pour ça, enfin vous allez voir l'ensemble des erreurs qu'on va voir n'ont rien à voir avec un prestataire externe ou ce genre de choses, hein. C'est vraiment des choses qui sont propres aux entreprises qu'on croise et où on se dit ben voilà, s'ils veulent être pertinents dans leur communication digitale, il faut qu'ils puissent corriger ces erreurs-là en premier. Alors, hop. Tout d'abord, une petite présentation donc de l'agence. L'agence Adverti, donc on est une agence de communication spécialisée dans le web, basée au centre-ville de Troyes. On accompagne nos clients afin de développer leur activité, leur visibilité grâce au web. L'équipe est constituée de 8 personnes. On a différents pôles au sein de l'agence, tout ce qui va être création et refonte de sites web, tout ce qui va être gestion de réseaux sociaux et gestion de comptes publicitaires sur les réseaux sociaux, tout ce qui va être également référencement payant et référencement naturel afin d'être trouvable sur Google, tout ce qui va être place de marché pour les e-commerçants, le monde du mail, bien évidemment, qui est une compétence transverse pour le coup au sein de l'agence, et enfin tout ce qui va être audit ergonomique et analyse de trafic de site web afin de mieux comprendre ces internautes qui arrivent en fait sur son site web. N'hésitez pas tout au long du webinaire à interagir dans la partie chat, à poser toutes vos questions. J'y répondrai au fur et à mesure. Petite nouveauté, n'hésitez pas à retrouver l'agence cette fois-ci en podcast. Le podcast sort deux fois par mois, le premier et le troisième mercredi de chaque mois. On aborde sous forme de table ronde tout plein de sujets qui touchent au marketing digital. Les premiers évoquent tout ce qui est piratage Facebook et Instagram, tout ce qui va être marketing automation. Le dernier qui est sorti hier évoque l'importance d'avoir une page de destination quand on mène des campagnes publicitaires ou quand on met en place certaines actions de communication digitale. Voilà. Ce sont des podcasts qui durent à peu près 25 minutes, qui se veulent dynamiques, interactifs. Voilà, les premiers retours ont été plutôt positifs. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des plateformes d'écoute les plus connues, entre autres Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Vous pouvez également sur notre site retrouver l'ensemble de nos supports de présentation. Alors, c'est ce que je dis toujours, on les met toujours en ligne. Par contre, toujours faire attention à la date à laquelle on a fait ces webinaires ou ces conférences, parce que la communication digitale est un métier qui change tous les jours et certaines informations que vous pouvez trouver dans ces supports, au final, peuvent ne plus être à jour. Donc, toujours faire attention à la date. Et sinon, je vous propose de commencer par rapport à la thématique du jour. Un petit peu de contexte, tout d'abord, c'est ce que je vous disais, c'est un webinaire basé sur nos rendez-vous prospects. Lors d'un rendez-vous prospect, il y a de nombreuses choses qui sont abordées, entre autres la raison pour laquelle la personne est en face de nous, pourquoi est-ce qu'elle est là, quel est son objectif. On a besoin aussi de comprendre le contexte de l'entreprise, son histoire, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, son produit, son service, son positionnement marché par rapport à ses concurrents, sa cible également. À qui est-ce qu'elle s'adresse? Est-ce qu'elle a une cible prioritaire et des cibles secondaires? Quelle est sa stratégie de communication actuelle? On va aborder bien évidemment la communication digitale, mais aussi la communication hors ligne. On va aborder également les outils qu'ils utilisent. Est-ce que leur configuration est bien faite? Enfin, il y a un certain nombre de points qu'on doit venir valider avec eux. Et enfin, on va aborder aussi tout ce qui est budget alloué à la communication. Et en fait, durant ces échanges, on s'aperçoit qu'il y a des erreurs récurrentes qu'on a décidé de vous partager aujourd'hui. On en a classé 9. La première, c'est ne pas avoir une stratégie bien définie. Faire des choses sur le web, ce n'est pas avoir une stratégie. Exemple, c'est pas parce que vous êtes présent sur Insta et que vous publiez régulièrement que c'est avoir une stratégie. C'est pas parce que vous avez une newsletter qui part régulièrement que c'est une stratégie. Donc, pour ça, il faut se rappeler qu'est-ce qu'une stratégie. Une stratégie, c'est avoir 1 ou 2, éventuellement peut-être 3, mais grand max, objectifs. Ok, c'est pourquoi est-ce que,
qu'est-ce que je veux atteindre et sous quelle durée. Exemple, je souhaite développer mes ventes de 30% d'ici à 6 mois, ou encore je souhaite développer ma notoriété ou ma visibilité sur Instagram d'ici les 3 prochains mois, etc. Quelque chose de très précis en fait, parce que même développer sa notoriété ou développer sa visibilité, concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire avoir une communauté plus grande? Est-ce que ça veut dire avoir une couverture plus grande lorsque vous publiez? Est-ce que ça veut dire détecter qu'il y a davantage de messages privés ou davantage d'interactions sur des publications? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, ça rejoint donc du coup le deuxième point qui sont les KPI. Une fois que vous avez fixé des objectifs, il faut que vous soyez capable de suivre des indicateurs de performance. KPI pour Key Performance Indicators, les indicateurs clés de performance, donc ces statistiques que vous allez regarder de façon régulière pour vous assurer que vous êtes en bonne voie pour atteindre le ou les objectifs fixés. Ensuite, avoir une stratégie bien définie, c'est être aussi au courant de quelles sont les cibles ou la cible que vous allez atteindre. Quels sont les canaux de communication que vous allez mettre en face pour atteindre cette cible? Quels sont les moyens, qu'on pourrait rajouter d'ailleurs dans cette liste, quels sont les moyens que vous êtes prêts à débloquer pour atteindre cet objectif, que ce soit les moyens humains, les moyens financiers, les moyens matériels. Et enfin, donc le budget, concrètement, combien est-ce que vous êtes prêt à mettre financièrement, donc ça rejoint les moyens que j'évoquais, pour atteindre cet objectif. Et en fait, cette étape-là, étant donné qu'elle est assez théorique, qu'elle implique aussi de se poser, qu'elle implique de réfléchir, qu'elle implique d'aller analyser des concurrents, et ben en fait trop souvent elle est un peu zappée. Et puis aussi parce que on a plein d'entreprises qui sont persuadées que en fait vu qu'elles existent depuis très longtemps, elles ont une strate en fait. En plus, pour certaines, elles fonctionnent bien. Donc, clairement, oui, la strat, pourquoi se poser, pourquoi réfléchir à comment, enfin, où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on y va, etc. C'est une étape qui est trop souvent, ignorée en fait. Donc, une stratégie, il y a plusieurs choses à savoir, c'est que il faut vraiment accepter que ça va prendre du temps de la mettre en place. Ça va mettre du temps de la penser et ensuite, dans sa mise en œuvre, ça va prendre du temps également. Et potentiellement, vous allez aussi vous rendre compte qu'en cours de route, vous allez devoir l'affiner ou en tout cas la réajuster parce qu'il y a des choses que vous n'aviez pas pu anticiper en amont qui vous demandent d'être agile pour le coup et de prendre des décisions qui vont faire pivoter un petit peu votre stratégie de communication. Ça, c'est la première erreur. Surtout, n'hésitez pas. Ah, Baptiste me dit, est-ce qu'on peut avoir le support en plus grand? Alors, je vais voir si c'est possible. Si je fais comme ça, est-ce que c'est mieux au final? Est-ce que c'est un petit peu plus gros? Tac. Je crois que je suis au maximum de ce que je peux faire, du coup. Donc, ça, c'est la première erreur. La deuxième chose, c'est de ne pas auditer régulièrement sa com. Ne pas auditer régulièrement sa com, c'est problématique parce que justement, ça nous pousse à rester dans un engrenage qui parfois ne fonctionne pas. Donc, auditer sa com, concrètement, c'est se poser, c'est prendre du temps à analyser ce qui a été fait jusque-là. Donc là, on se rend dans la partie statistique de ces comptes de réseaux sociaux. On va aller décrypter des statistiques de newsletter, de marketing automation. On va aller dans GA4, l'outil d'analytics très souvent utilisé par les entreprises, pour aller regarder quelles sont les statistiques de son site web. Enfin bref, on fait un tour de tout ce qui a été fait jusque-là. Est-ce qu'on est régulier? Est-ce que le contenu qui a été publié est bien en accord avec la cible, avec les problématiques de sa cible? Est-ce que la ligne éditoriale est cohérente de canal de communication en canal de communication? Si par exemple vous avez un ton très officiel sur LinkedIn et un ton hyper détendu, hyper relax sur Instagram, est-ce qu'au final vous restez quand même cohérent par rapport à l'identité, par rapport à l'ADN de votre entreprise? L'idée de se poser pour auditer sa com, c'est de détecter en fait les axes d'amélioration pour aller chercher plus de performance. Donc en fait, c'est un moment que vous allez consacrer où sur le coup, vous n'allez prendre que des décisions plutôt théoriques que vous allez devoir par la suite décliner, mais par contre qui vont, en fait, ce que j'essaie d'exprimer, c'est que sur le coup, on a un peu l'impression que c'est une perte de temps.
parce que, en fait, souvent, j'ai en face de moi, en rendez-vous prospect, des personnes qui n'ont pas le temps, que ce soit des chefs d'entreprise, des DIRCOM, ce genre de choses. Et en fait, c'est prendre du temps pour faire un point. Souvent, elles n'ont pas le temps. Donc, en fait, faire ce point-là, on se dit, comment est-ce que je vais le caler dans mon agenda qui est déjà juste plein à craquer. En général, j'encourage à plutôt auditer régulièrement sa com dans des moments creux d'activité ou en tout cas dans des moments un petit peu plus légers, de façon à ce que ça puisse être suivi de la vraiment mise en œuvre en fait, hein. Parce que ça va être un moment, ce que je disais plutôt théorique, mais derrière que vous allez décliner. Donc il faut vous assurer que vous ayez le temps. L'idée, c'est aussi de regarder donc ses concurrents ou éventuellement des entreprises qui ne sont pas sur votre marché en termes de prestations ou de produits, mais par contre qui partagent la même cible que vous. Comment est-ce que eux, ils s'adressent à cette cible-là? Et en fait, c'est là où on va trouver des choses. Ok, ils font ça plutôt bien, ça fonctionne bien. Peut-être que je pourrais m'en inspirer, tout en faisant différemment, bien sûr. Mais en tout cas, ça peut devenir une source d'inspiration. Donc, auditer régulièrement sa com, c'est hyper important. Pour info, par exemple, moi je l'ai fait cet été pour l'agence. Clairement, ça m'a pris une journée complète. Alors, je l'avais divisé en 2 morceaux, en 2 demi-journées très rapprochées au final l'une de l'autre. Mais clairement, c'était, j'ai passé 2 fois 4 heures à auditer la com de l'agence canal par canal, m'assurer que on répondait bien aux problématiques de nos cibles, vraiment m'assurer que l'ensemble du contenu était cohérent de canal en canal et ainsi de suite. Quelques astuces. Déjà, créer une stratégie, auditer sa communication, c'est que ça prend du temps, donc il faut accepter de le prendre. Ça, je l'ai dit à plusieurs reprises. Ensuite, créer une stratégie, ça se met à l'écrit. Word, Canva, PowerPoint, ce que vous voulez, outils de gestion de tâches type Trello, Asana, j'en sais rien, ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça va être vos amis pour cette tâche-là. Ça se met à l'écrit pour plusieurs raisons. Et la raison principale, c'est qu'en fait, une stratégie, ça se partage. Ça se partage avec vos collaborateurs qui vont travailler avec vous sur la communication digitale de l'entreprise. Et ça va se partager aussi potentiellement avec les prestataires que vous allez solliciter dans le cadre de cette stratégie de communication digitale. Donc, le mettre à l'écrit, c'est bien évidemment une évidence. Ça vous permet d'avoir un seul et même support qui est diffusé auprès des partenaires et des collaborateurs qui vont en avoir besoin au final. Ça va leur permettre d'être beaucoup plus pertinents, beaucoup plus efficaces dans les propositions qu'ils vont vous faire. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? C'est quand tout s'accélère qu'il faut savoir prendre du temps, nous dit Olivier. Tout à fait. Et puis c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Parfois, on fait des rendez-vous prospects avec des boîtes qui tournent hyper bien. Et en fait, ils veulent passer par un prestataire externe pour soit être soulagés, soit pour aller chercher plus de performance, soit parfois aussi pour challenger leur équipe en interne. Et en fait, quand on fait ces rendez-vous-là, pour eux aussi, en fait, c'est ok, je vais prendre un petit peu de recul, je vais me poser et je vais voir comment est-ce qu'avec une agence externe, alors c'est pas spécialement pour faire la promotion de l'agence, hein, mais je vais me poser pour voir comment est-ce que je peux faire mieux, alors que ça tourne déjà bien. Donc oui, complètement. Si tout est clair, je poursuis avec la 3e erreur qu'on voit très fréquemment en communication digitale, qui est le fait de ne pas calculer son budget communication. Aujourd'hui, quand on fait les rendez-vous prospects, on a 2 types de prospects à l'agence. On a des prospects qui arrivent et qui nous disent j'ai tant de budget à l'année pour ma communication digitale, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et donc là, on sent que c'est le budget prévisionnel qui a été calculé en amont et voilà combien est-ce que la communication hérite entre guillemets de budget, soit par rapport aux années précédentes, soit par rapport à des objectifs plus ambitieux et donc un budget qui est en augmentation, ce genre de choses. Et puis, la 2e typologie de prospects qu'on va avoir, ce sont les prospects qui nous demandent une estimation de budget publicitaire et donc de prestations. Donc, en gros, ils nous disent, c'est super, moi, je veux développer mes ventes ou je veux plus de prospects. Comment est-ce que vous pouvez m'aider? Et je sais pas combien j'ai de budget. Ça arrive et parfois même aussi sur des entreprises, des belles PME, parfois. Le truc, c'est que quand la cible est large,
C'est-à-dire par exemple que si l'entreprise cible la France entière et puis sur du particulier intéressé par quelque chose, je sais pas, de très généraliste comme la mode, l'art ou la gastronomie ou ce genre de choses, ben, en fait, on va se retrouver avec des budgets publicitaires qui vont être très très importants. Parce que on peut faire énormément de choses sur Instagram, sur Facebook, sur en newsletter, enfin énormément de canaux de communication peuvent s'appliquer à ces secteurs-là. Et en fait, on se retrouve avec des budgets très importants et donc forcément avec des temps de prestation en face qui vont être très importants aussi. Et puis en fait, le prospect enfin très souvent il va nous dire bah non en fait ça va pas être possible parce que le budget est trop important. Alors, pour calculer un budget com, il y a quelques astuces qu'on vous glisse ici juste après, sur lesquelles on va revenir. Mais c'est vraiment, il faut vraiment avoir une cible très précise. Et puis, quand on a quand même une fourchette de budget à indiquer à un prestataire, le prestataire peut se permettre à ce moment-là d'avoir des recommandations qui vont être beaucoup plus pertinentes. Quelques indicateurs pour calculer un budget com. Alors attention, bien évidemment, ce slide est à prendre avec des pincettes. J'ai mis des petits attentions pour justement évoquer les pincettes avec lesquelles ces indicateurs doivent être pris. En gros, quand vous cherchez à faire de la publicité sur Meta, donc sur Facebook et Instagram, qui vont utiliser les mêmes plateformes de diffusion pour la partie publicitaire, pour les campagnes de notoriété, en gros, en termes de coût pour 1000 impressions, donc pour 1000 affichages de votre publicité, vous allez en avoir pour à peu près entre 1 et 3 euros. Et puis, quand vous allez faire des campagnes de trafic ou de conversion, en gros, vous pouvez compter à peu près sur 50 centimes le coût par clic si vous avez des campagnes qui sont bien évidemment optimisées. Parfois, ça peut être même bien moins. Et parfois, sur des campagnes où les visuels ne sont pas top, où la cible n'est pas très travaillée, ou alors si vous ne laissez pas l'algorithme travailler comme il aime travailler, etc., et ben, vous pouvez avoir des coûts par clic d'un internaute vers votre site qui vont être plus élevés. Attention aussi parce que les coûts en marketing digital et les coûts sur les plateformes de réseaux sociaux varient beaucoup en fonction de l'année. C'est-à-dire que là, par exemple, depuis le 20 novembre, on sait que les coûts publicitaires vont augmenter parce qu'il y a beaucoup plus d'annonceurs qu'à d'autres moments de l'année en vue de Noël, par exemple. Pareil, une semaine avant le Black Friday, on sait qu'il y a d'ores et déjà des entreprises qui vont faire la semaine du Black Friday, donc il y a une augmentation du budget publicitaire, enfin du coût publicitaire à cette période-là. Pareil avant la Saint-Valentin, pareil avant tous ces marronniers en fait qui vont joncher l'année. Pareil, faire attention aussi à la typologie de secteur. À l'agence, on parle de secteur sexy versus secteur non sexy. Alors attention, ça n'a rien à voir avec le domaine du sexe ou autre. Ce sont simplement des secteurs sur lesquels il est plus facile de communiquer que d'autres. Quand vous vendez des machines à laver, ben, c'est un secteur qui est un petit peu moins sexy que quand vous vendez du vêtement ou quand vous vendez de l'électronique, quand vous vendez du loisir ou ce genre de choses. Donc, secteurs sexy, ce sont des secteurs sur lesquels il est facile de communiquer et donc qui en général vont générer des coûts par clic d'un internaute vers votre site beaucoup moindres par rapport à des secteurs qui ne le sont pas, sur lesquels il n'y a pas forcément de visuel, sur lesquels il n'y a pas forcément de ce côté achat facile ou en tout cas prise de contact facile, etc. Côté LinkedIn, là, on a affaire à un réseau social où, pour le coup, les coûts publicitaires sont beaucoup plus importants. Vous pouvez être à peu près à 2 euros le coût par clic quand ça fonctionne plutôt bien sur des secteurs sexy. Le moins cher qu'on ait vu, c'était 1,30 € le coût par clic d'un internaute vers le site du client. Et ça peut monter jusqu'à facile 5 euros le coût par clic sur des secteurs qui sont moins vendeurs. Attention, sur LinkedIn, si vous espérez des retombées business, c'est-à-dire des achats sur votre site e-commerce ou des prospects sur votre sur votre site web, dans ce cas-là, des petits budgets ne fonctionnent pas sur LinkedIn. Déjà, de base, sur LinkedIn, c'est 10 euros par jour minimum de budget, donc 310 euros par mois. Et avec ça, vous pouvez juste espérer donc de la visibilité, de la notoriété ou encore de la promotion d'un événement local, juste en canal complémentaire de communication. Mais des vrais retombées business, c'est avec des budgets qui vont facilement chercher dans les plusieurs milliers d'euros.
Sur TikTok, en gros, vous êtes à peu près à 30 centimes le CPC quand vous avez des campagnes qui tournent plutôt bien. Attention, ça peut aussi être un peu moins au passage. En gros, gardez en tête que TikTok aujourd'hui, ça reste un peu un Eldorado en termes de publicité parce qu'on n'a pas non plus énormément d'annonceurs, donc d'entreprises qui font de la publicité sur ce réseau social-là. Bien évidemment, plus il va y avoir d'entreprises qui vont arriver dessus, plus l'emplacement entre guillemets risque d'être un peu plus cher. Côté Google Ads, donc quand vous êtes sur Google, vous savez, sur votre résultat de page, sur votre page de résultats, vous avez les premiers liens qui sont des liens sponsorisés et ensuite vous avez des liens qu'on appelle des liens organiques. Sur les liens sponsorisés, en gros, sur des secteurs peu concurrentiels, vous pouvez partir sur une estimation à peu près 30 centimes le clic. Et sur des secteurs plutôt concurrentiels, ça peut aller jusqu'à 1,50 €, 2 € le clic. J'exclus les secteurs extrêmement concurrentiels du type assurance, banque, compagnie aérienne, et aussi tout ce qui va être secteur de l'urgence, type des plombiers, type serrurier, etc. Où là, pour le coup, les coûts par clic sont bien plus importants. Même sur Troyes, par exemple. Sur Troyes, qui est une ville de taille moyenne, le coût par clic pour ce genre d'entreprise de dépannage va facilement taper dans les 4 ou 5 € le clic d'un internaute vers votre site web. Donc, un internaute qui potentiellement, en plus, ne prendra pas contact avec vous. C'est vraiment quelqu'un qui va juste découvrir vos prestations sur votre site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Entre chaque slide, je regarde du coup le chat. Tac. Ne pas faire d'estimation de son ROI. Le ROI, le retour sur investissement. Il est impossible de calculer exactement votre retour sur investissement, mais vous pouvez tenter d'avoir une idée. Déjà, pour être capable de calculer son ROI, il faut savoir où est-ce que vous voulez aller. Si vous n'êtes pas fixé sur vos objectifs, impossible de calculer un retour sur investissement. L'idée, dans le calcul du ROI, c'est de mesurer l'efficacité de votre présence en ligne, des actions de communication digitale que vous menez. Avant de pouvoir le calculer, c'est ce que je disais, il y a des prérequis, être au clair par rapport à vos objectifs, identifier les coûts, quelles sont les dépenses publicitaires que vous avez sur les plateformes publicitaires, quels sont les outils que vous allez utiliser qui peuvent représenter un coût. Si vous passez par un prestataire externe, des frais d'agence, des frais de freelance, etc. Être capable de répertorier les gains. Répertorier les gains, c'est-à-dire être capable de détecter quels sont les canaux de communication digitale qui vous ont généré des prospects ou des ventes. Ou bien même des nouveaux abonnés sur vos comptes de réseaux sociaux, etc. Pour ça, il faut être capable de traquer vos actions digitales. On en reparlera tout à l'heure, mais l'idée, c'est de paramétrer, de configurer votre site web et les outils que vous utilisez de façon à faire remonter un maximum d'informations par rapport aux conversions qui ont lieu sur votre site web. Et enfin, faire des estimations de ROI. C'est aussi s'assurer dans le temps de l'évolution de votre ROI. Ça peut être de façon mensuelle, trimestrielle ou annuelle, mais en tout cas, il faut absolument prendre le temps, se poser pour justement évaluer ce retour sur investissement. Pour pouvoir faire cette estimation correctement, il faut avoir conscience de votre taux de conversion sur votre site web. Le taux de conversion d'un site web, c'est en gros le nombre de personnes qui ont pris contact avec vous parce qu'elles sont intéressées par votre produit, par votre service, divisé par le nombre de personnes qui sont venues sur votre site web, fois 100. Et là, vous allez obtenir donc une statistique qui va vous indiquer, par exemple, 3%. C'est-à-dire que sur 100% des personnes qui viennent sur votre site web, vous avez 3 personnes qui vont vous contacter. Ce taux-là fonctionne aussi quand on est en e-commerce, du coup. Sur 100% des personnes qui consultent votre site web, 3%, ça fait 3 personnes qui ont acheté sur votre site e-commerce. Quand vous n'avez pas conscience de votre taux de conversion, c'est très compliqué de faire une estimation de son retour sur investissement. Je vous donne un exemple très concret derrière. En fait, il faut prendre le problème à l'envers pour calculer un retour sur investissement. Il faut partir du nombre de clients ou de ventes dont vous avez besoin, être conscient du coup de son taux de transformation, de prospect à client, c'est-à-dire certes, toutes les personnes qui vous contactent, parce qu'elles sont prospects chez vous, ne vont pas devenir clientes. Donc, il faut que vous soyez au courant de votre taux de transformation. Ensuite, il faut que vous soyez au courant de votre taux de conversion.
C'est ce que je vous expliquais à l'instant. Le taux de conversion, donc ce ratio qui permet de savoir si des personnes, si votre site web est efficace, si des personnes achètent sur votre site ou bien si des personnes prennent contact avec vous. Pour ça, ensuite, vous allez être capable de détecter combien de personnes vous devez attirer sur votre site web et ensuite, quel est le budget qui me permettra d'atteindre ce nombre de personnes. Je vous ai pris un exemple chiffré et simplifié, mais au maximum, de façon à bien comprendre la mécanique. Si vous avez besoin de 10 nouveaux clients par mois et que vous transformez 50% de vos prospects en clients, c'est donc que vous avez besoin de 20 prospects dans ce même mois. Si votre site web convertit à 2%, la moyenne c'est entre 1 et 4% en gros. Sur 80%, 90% des sites web que vous consultez aujourd'hui, le taux de conversion du site web va être entre 1 et 4%. Quand vous allez être sur de la niche, sur quelque chose de gratuit, etc., bien évidemment, ou même la mode même la mode fast fashion, là on va être sur du 6, 7, 8% de taux de conversion. Pareil pour le secteur du loisir, de la passion. Mais en gros, pour tous les autres sites web de manière traditionnelle, vous allez être entre 1 et 4%. Donc si votre site web convertit à 2%, c'est que vous allez avoir besoin de 1000 visiteurs sur votre site web. Pour attirer 1000 visiteurs, par exemple depuis Meta, donc Facebook, Instagram, avec un taux de clic de 2%, qui est déjà un très bon taux de clic, j'ai besoin d'avoir une visibilité auprès donc de 50 000 personnes. Avec une campagne de trafic, je peux m'attendre à ce que toucher 50 000 personnes me coûte 500 €. En fait, vraiment pour comprendre beaucoup d'entreprises en fait essayent de faire l'inverse. Ok, il me faut 10 clients par mois et donc du coup comment est-ce que je fais pour les trouver? Non, on va décortiquer en fait ce besoin et on va faire le chemin inverse en fait. On va vraiment partir du nombre de clients que vous avez par mois, dont vous avez besoin par mois, et on va passer sur chaque stat entre temps. Donc là, de nouveau, c'est chiffré, simplifié avec des petits chiffres, mais en tout cas, ça permet normalement de faire plutôt bien comprendre la mécanique pour estimer un retour sur investissement. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il faut garder en tête que le tracking, c'est-à-dire la remontée des données sur des plateformes publicitaires, la remontée des données sur des outils d'analytics, etc., est devenue une science compliquée. Depuis 2018 et la mise en place du RGPD, le Règlement général sur la protection des données, il y a tout un tas de choses qui sont venues compliquer le tracking. Exemple, une personne qui arrive sur votre site aujourd'hui peut accepter ou refuser les cookies. Et si cette personne refuse les cookies, dans ce cas-là, toute son activité sur le site web ne sera pas tracée et donc ne remontera pas dans, par exemple, la campagne Instagram qui a permis d'attirer cette personne sur votre site. Et donc c'est dommage pour les entreprises parce que c'est très bien pour les internautes, mais c'est dommage pour les entreprises dans le sens où elles ne sont plus capables d'attribuer correctement le nombre de conversion à des canaux de communication. Bien évidemment, malgré tout, on continue de traquer au maximum surtout sur un site web, de façon à ce que les personnes qui acceptent les cookies tout en gardant leur anonymat, bien sûr, qui est quand même ces chiffres-là qui remontent dans les plateformes publicitaires, dans des plateformes d'analytics, etc. L'autre chose à savoir, c'est que quand on parle de ROI, on espère toujours que ce soit un ROI immédiat. Si je prends l'exemple ici, par exemple, que l'exemple très chiffré, simplifié que j'ai pris là, on pourrait se dire, la personne, elle sait, elle a plus qu'à mettre 500 € par mois, elle a 10 nouveaux clients. Bien évidemment, ça fonctionne pas comme ça. En fait, il faut pas prendre ça au pied de la lettre. Des canaux de communication que vous lancez, ça va prendre du temps, en fait. Il y a une crédibilité à travailler, une notoriété, une image de marque à travailler. Donc, bien évidemment, c'est pas à prendre pile au pied de la lettre comme ça. Par contre, ça peut vous permettre d'indiquer un peu une tendance. Oui, si tu avais 50 € de budget pour 10 nouveaux clients, clairement, il y a aucun canal de communication qui aujourd'hui va te permettre d'avoir pour 5 € un nouveau client en fait. Donc il faut laisser le temps en fait à chaque canal de communication digitale de faire ses preuves. Et rares sont les canaux digitaux à avoir un impact immédiat. Parfois, ça peut arriver, vous lancez une super campagne LinkedIn et soudain, vous avez un fort nombre de prospects et c'est génial. Mais malgré tout, 90% des entreprises vont devoir travailler cette synergie entre les canaux de communication pour vraiment aller chercher de la performance. Est-ce que j'ai des questions dans le chat? Apparemment non. N'hésitez pas. 5e erreur,
qu'on voit fréquemment dans les rendez-vous prospects qu'on fait, c'est donc de penser que les canaux de communication sont indépendants les uns des autres. Du style, cette année, je vais tout miser sur Google Ads, l'année prochaine, je miserai tout sur Instagram Ads, etc. Non. En fait, aujourd'hui, ce qui fait ses preuves, c'est clairement de multiplier les canaux de communication dans leur ensemble. C'est-à-dire de penser en termes de communication cross-canal. La communication cross-canal, alors qui s'écrit vraiment sans le E à canal, c'est toujours un peu perturbant, c'est que les canaux en fait vont fonctionner de façon complémentaire les unes des autres et non de manière indépendante. L'idée, c'est de partir du principe qu'une personne qui va vous connaître pour la première fois via un canal de communication a besoin de vous revoir à plusieurs reprises pour passer à l'acte d'achat ou pour prendre contact avec vous et donc passer à l'état de prospect. L'idée, c'est aussi donc de garantir une expérience utilisateur cohérente sur toutes les plateformes où vous êtes. C'est-à-dire, si vous avez justement un langage très formel sur vos réseaux sociaux, il faut qu'on puisse retrouver ce langage très formel sur vos newsletters, dans vos annonces Google Ads, etc., dans les textes de votre site web, et ainsi de suite. Donc vraiment, tous les canaux aujourd'hui sont interdépendants les uns des autres, et il faut essayer de garantir cette harmonie. Ensuite, renforcer la notoriété de la marque en étant présent tout au long du parcours client du client, tout au long du parcours du client. Troisième chose, être capable de suivre au maximum ce parcours client, parce que vous avez activé plusieurs canaux de communication, que vous avez aussi des outils qui vous permettent de tracer justement de façon complètement anonyme, mais qui vous permettent de savoir quels sont les canaux de communication qui fonctionnent plutôt bien entre eux. Et là, on pense entre autres à GA4, le nouvel outil Google Analytics. Et ensuite, être capable donc de mieux analyser les performances. On adorerait être capable de dire faire de la pub sur Facebook et être présent donc de façon organique, traditionnelle sur Facebook, ça génère X milliers d'euros de chiffre d'affaires à l'entreprise. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est déjà plus tout à fait capable de le dire, on est capable d'essayer de s'approcher du chiffre exact, mais c'est pas le chiffre exact. Et en plus, dire que Facebook est un canal, par exemple, qui fonctionnerait tout seul sans les autres, c'est pas vrai. Sauf si, bien évidemment, vous avez uniquement Facebook comme canal de communication. Il n'est pas rare de constater une chute du nombre de conversions globales d'un site web lorsqu'un canal vient d'être coupé. Alors qu'on pensait que ce canal ne convertissait pas. On s'est dit, je vais réduire ma présence sur les réseaux sociaux parce que j'ai l'impression que ça ne sert à rien, ou je réduis mon budget publicitaire sur ces mêmes plateformes parce que clairement tout le monde me dit, je vous ai trouvé grâce à Google. Et donc on se dit, ça sert à rien d'investir sur Facebook et Insta ou LinkedIn parce que clairement les gens me disent, je viens de Google. Et en fait, quand on réduit drastiquement le nombre de publications sur ces réseaux sociaux ou encore le budget alloué à ces plateformes, en fait, on s'aperçoit que de manière générale, sur le site web, il y a moins de prise de contact. Parce qu'en fait, penser indépendamment chaque canal de communication aujourd'hui, c'est une erreur. Dans ce cas-là, que je viens de vous décrire, en fait, ce qu'on dit, c'est que c'est certainement qu'il contribuait de manière indirecte au nombre de conversions globales. C'est-à-dire que Facebook, dans ce cas-là, ou Instagram et LinkedIn, étaient en fait des canaux de conversion, des canaux de communication complémentaires à une présence Google. Et donc, au lieu de réduire drastiquement, par exemple, il faut réfléchir à une autre stratégie où on se dit, il peut y avoir plein de choix, mais on peut se dire, ok, on sait que Facebook, Instagram, LinkedIn, on n'a pas le choix, entre guillemets, il faut qu'on y soit. Donc, on va accepter d'y passer tant de temps, ou alors on va accepter de débloquer tel budget pour un prestataire externe ou tel budget pour la partie publicitaire. Et on va plutôt miser sur Google, mais on va tenter de trouver un équilibre qui fera que ça fonctionnera le mieux possible. C'est-à-dire qu'au lieu de surinvestir sur les réseaux sociaux, alors que les chiffres vont plutôt dans notre sens, en mode c'est pas le canal de conversion prioritaire, on va justement chercher quel est l'équilibre idéal dans lequel Facebook ne va pas nous prendre trop de budget publicitaire ou trop de budget tout court et pas trop de temps, mais pour autant va nous permettre d'atteindre notre nombre de conversions idéal sur notre site web. Je regarde dans les questions.
La cohérence n'est pas toujours simple, nous dit Olivier. Certains qui affichent une grande décontraction sur la plupart des réseaux se montrent trop décontractés quand ils publient sur LinkedIn. Alors tout à fait. Après, là, je vous renvoie à la notion donc de ligne éditoriale pour chaque réseau social. De manière générale, sur les réseaux sociaux, il y a une petite différence de langage selon la plateforme. Et ça, c'est normal. On peut se permettre un ton plus léger sur Instagram et sur Facebook et un ton plus officiel sur LinkedIn. C'est même d'ailleurs ce qu'il faut chercher à faire. Par contre, bien évidemment, il faut quand même que l'ADN de l'entreprise puisse ressortir sur l'ensemble des canaux de communication qui ont été choisis quand même. Donc là, de nouveau, c'est une histoire de curseur. Jusqu'où est-ce que je vais dans le ton décontracté sur LinkedIn ou pas, parce que là on sait que les personnes quand elles sont sur LinkedIn elles ont une casquette de professionnel, donc on peut pas leur parler de choses qui sortent trop du cadre attendu sur LinkedIn par exemple. Aujourd'hui, on assiste, pour info, à une tendance sur LinkedIn qui est très personal branding. Donc, en gros, c'est je parle de moi, je parle de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai fait, et beaucoup moins ce qu'on avait à une époque où on était plus dans le partage d'expériences chiffrées ou ce genre de choses. Voilà. Donc c'est aujourd'hui une tendance qui parfois est plutôt bien menée et parfois c'est juste une catastrophe. Donc il faut juste faire attention à ça. La 6e erreur qu'on voit le plus fréquemment lors de nos rendez-vous, c'est que le client ignore le parcours complet de son client à lui. Il y a un schéma qui s'appelle Tofu Mofu Bofu qui permet d'expliquer ça. En fait, ce schéma, il indique que à chaque étape où la personne, donc le client, en est dans sa réflexion, le client final, il y a des canaux de communication qui vont en face. Quand il est en haut de cette pyramide, dans ce qu'on appelle le top of funnel, c'est que on cherche à attirer ce client-là en le sensibilisant à quelque chose, à une problématique qu'il a, à quelque chose qu'il pourrait faire mieux. Voilà, on le sensibilise avec des choses assez généralistes. Typiquement, avoir un podcast, gérer des réseaux sociaux, avoir un blog, faire du Google Ads, etc. Là, on est sur des canaux de communication propres au top of funnel. On sensibilise la personne en créant de la valeur. Ensuite, cette même personne, ce même client, enfin futur client en tout cas, il va passer à l'étape mofu. Alors bien évidemment, c'est un triangle inversé, donc on perd des personnes entre-temps. Mais quand cette personne, elle en est à l'étape mofu, middle of funnel, vous avez des personnes qui commencent à s'intéresser à vous, qui ont conscience de leurs problématiques et qui vont intensifier leurs recherches, que ce soit sur vous ou sur ces mêmes problématiques. Donc là, on a des canaux de communication propres à ces cibles-là qui interviennent. Exemple, des livres blancs, plutôt dans le B2B, des webinaires, pareil, plutôt dans le B2B, des newsletters, mettre en place du marketing automation pour avoir des scénarios automatisés en fonction du comportement de la personne avec les mails, du remarketing. Tout ça, c'est des personnes qui... elles savent, elles sont déjà au courant et on adapte en fait les canaux de communication. Et enfin, la 3e partie, c'est la partie BOFU, bottom of funnel, où là, les personnes, on les a plutôt bien identifiées. Il n'y a plus qu'à les transformer de l'état de prospect à client, de l'état de visiteur à acheteur. Et donc là, on retrouve aussi la notion, les webinaires qui sont quand même plutôt pas mal pour les beaux fous, les démonstrations produits, la mise en place de pages de destination qu'on appelle des landing pages, la valorisation de témoignages clients, des études de cas. Tout ça, en fait, ce sont vraiment des moyens de communiquer idéaux pour des personnes qui en sont déjà à un stade plutôt avancé de leur réflexion. Et en fait, ce parcours client-là, pour moi, il est important. C'est important qu'il soit assimilé parce que parfois, on va avoir des entreprises en face de nous en rendez-vous prospect qui vont avoir activé les mauvais canaux de communication au mauvais moment. Et du coup, qui vont avoir, par exemple, travaillé des landing pages alors qu'en fait, elles n'ont pas du tout travaillé la partie top of funnel et donc du coup, elles espèrent que la personne va convertir alors que clairement, l'entreprise sort de nulle part. Enfin, il y a tout un tas de choses qui vont être mal activées quand on n'a pas conscience de ce schéma-là, en fait.
La septième erreur, j'essaie d'accélérer un petit peu pour ne pas trop dépasser, c'est le manque de veille qu'on constate chez les prospects qu'on a et le manque d'adaptation au changement. Je vous le disais en introduction, le web marketing, c'est un secteur qui change tous les jours, littéralement, avec des mises à jour d'algorithmes, avec des mises à jour d'algorithmes de moteurs de recherche, de réseaux sociaux, des nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans des outils qui arrivent sur le marché tout simplement et qui vont vous permettre de gagner un temps fou. Enfin, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles, en général, les entreprises ne prennent pas le temps de faire de la veille. Et donc, du coup, elles vont plutôt subir les changements plutôt que les anticiper. Et elles vont, en général, passer aussi à côté d'outils qui vont soit les faire davantage performer, soit les faire gagner du temps. Et c'est très dommage parce que la veille, c'est un quart d'heure par jour, 20 minutes par jour. Alors de nouveau, j'ai conscience que dans des emplois du temps plein à craquer, c'est juste impensable. Mais malgré tout, en fait, c'est que c'est un gain au bout et c'est trop souvent quelque chose qu'on constate dans les entreprises qu'on reçoit. La huitième erreur, c'est de ne pas vouloir investir justement dans les outils qui ont été remarqués, qui ont été repérés dans la période de veille. Aujourd'hui, il y a de très nombreux outils dans le monde du web marketing qui font gagner un temps fou aux personnes qui les utilisent. Il y a souvent des versions gratuites puis des versions payantes et souvent le passage de gratuit à payant reste un frein. Alors qu'en fait, si on compare le temps passé sur la version payante avec le temps que vous auriez pu passer à faire autre chose si vous aviez été plus rapide, plus vite, et ben en fait, on se rend compte que l'investissement dans l'outil en question est juste une évidence. Et voilà, c'est souvent des outils qui vont coûter 7, 8, 9, 12 euros. Alors c'est sûr, plus on va multiplier les outils, plus à force ça représente un budget. Mais il y a tout un tas de petits outils qui font vraiment gagner beaucoup de temps. Je pense aux outils de programmation sur les réseaux sociaux. Je pense aux outils pour mettre en place du marketing automation. Donc là, on a un canal qui va devenir beaucoup plus pertinent qu'une newsletter de masse envoyée à l'ensemble d'une base de données et qui va en plus être complètement automatisé. Donc, c'est payant, mais par contre, ça vaut le coup COUP et COU accent circonflexe T. Et enfin, la dernière erreur, c'est quand ces entreprises viennent nous voir, c'est de ne pas comparer l'ensemble des prestataires externes sur la base des mêmes critères. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne vont pas avoir elles-mêmes établi un petit peu leur cahier des charges. Alors, il y en a, si bien sûr, qui vont faire ça extrêmement bien, mais elles ne vont pas avoir établi la grille de comparaison entre les prestataires. Aujourd'hui, une agence, la même agence, enfin la même typologie d'agence, vous pouvez avoir des prestations qui vont potentiellement du simple au quintuple. Et il y a tout plein de choses à regarder. Déjà, dans les questions à poser à un prestataire, est-ce que la prestation est au forfait, donc en one shot? Est-ce que la prestation est mensuelle? Est-ce qu'elle est annualisée? Est-ce qu'il y a un engagement ou pas? Est-ce qu'il y a une reconduction tacite ou pas? Comment fonctionne l'agence en termes de tarification? Est-ce que c'est un taux horaire qui est indiqué ou c'est un jour homme? Est-ce que si je dépense un budget publicitaire sur les réseaux sociaux, sur Google Ads ou autre, est-ce qu'il y a une commission qui est prise sur ces budgets publicitaires-là ou pas? Et enfin, être capable aussi de distinguer des devis parisiens de la province. Ça, c'est quand même une réalité qu'on voit assez fréquemment. Aujourd'hui, sur Paris, et c'est normal, on a affaire à des tarifs qui sont plus élevés que lorsque des prestataires en province sont sollicités sur la même prestation. Mais malgré tout, c'est quelque chose à prendre en compte, à mon sens. En conclusion, l'idée, c'est de ne pas faire au coup par coup des actions parce que ce n'est pas une stratégie de communication digitale efficace. Ça s'appelle juste faire des choses, en fait. Et c'est chouette, mais c'est pas avoir une stratégie, c'est pas avoir une idée de là où on va. Ne pas faire ces 9 erreurs vous évitera bien des déconvenus, croyez-moi, parce qu'en général, c'est quand ces erreurs-là, en fait, on va venir essayer de mettre des petits pansements pour tenter de les corriger, alors que si tout est bien fait dès le début, en fait, c'est quelque chose qui peut rouler hyper facilement. Ne pas faire ces erreurs implique d'accepter d'y prendre du temps, d'y passer du temps. C'est ce que je vous disais, moi, quand j'ai revu la com de l'agence cet été, c'était une journée complète. Donc l'été, on sait que c'est plutôt calme à l'agence entre le 14 juillet et le 15 août. Bon, du coup, c'était le moment idéal pour retravailler cet aspect-là. Et enfin, une fois que toutes ces erreurs sont plutôt au clair pour vous, l'idée, c'est de passer à l'action. C'est parce qu'on l'a vu, il y a un certain nombre de choses qui restent en mode théorique, je me pose, je définis des choses, etc. Et ensuite, bien évidemment, il faut être capable de décliner, ce qui a été acté en pratique.
Est-ce que vous avez des questions? Quand on parle de stratégie, nous dit Olivier, on dit bâtir une stratégie. Tes 9 points le démontrent bien. Exactement. Oui, oui, oui. Et de nouveau, parfois, on se dit ah, je devrais aller. On a de plus en plus d'entreprises à l'agence qui nous disent TikTok, on fait quoi? Bon bah du coup, on va repasser sur la stratégie de base. C'est quoi votre objectif? C'est quoi votre cible? C'est quoi votre budget? Le temps que vous pouvez y passer, etc. Et en fait, on s'aperçoit que non, se lancer sur un nouveau canal, là, ce serait trop compliqué. Il n'y a pas le budget en face, ou alors tout simplement la cible n'est pas la cible que eux ils visent n'est pas du tout sur TikTok, ou en tout cas pas encore. Donc on va juste rééchanger avec eux sur est-ce qu'ils sont au moins sur déjà les bons canaux de communication pour toucher leur cible, est-ce que les canaux sont cohérents entre eux, etc. Merci Cheryl pour ce retour. Betty pareil. Merci Magali, super. Très bien. À quelle fréquence publier sur LinkedIn, nous demande Cheryl. Alors on peut en profiter pour répondre à des petites questions comme ça. LinkedIn, c'est l'un des réseaux sociaux, c'est l'un des réseaux qui a une durée de vie dont une publication a une durée de vie assez longue. Le minimum, j'ai envie de dire plutôt, Cheryl, ça va être une fois par semaine. Et ensuite, vous pouvez intensifier. On a un client qui poste à peu près 4 fois par semaine sur LinkedIn, qui a une très belle visibilité. Les posts fonctionnent très bien. Enfin voilà. Là, j'ai plus envie de dire quelle est la régularité, quelle est la fréquence que vous pouvez vraiment tenir tout au long de l'année. Parce que tout ce que les réseaux sociaux détestent, c'est que vous soyez très intense sur des périodes et ensuite que vous ne dites plus rien. Que vous ne disiez plus rien, pardon. Du coup, l'idée, c'est plutôt d'aller faire des tests. Alors, Olivier nous dit une fois par semaine, toujours dans le même créneau. Si vous avez détecté le créneau qui fonctionne super bien pour vous, bien évidemment, continuez de poster à ce même créneau-là. Si vous n'êtes pas fixé sur le jour et l'horaire qui fonctionne le mieux pour vous, je vous encourage à faire des tests et à bien suivre les statistiques de l'ensemble de vos publications pour prendre des décisions éclairées. Donc, LinkedIn, l'avantage, c'est que vous avez des publications qui peuvent durer de 1 à 3 semaines encore après. N'hésitez pas si vous avez encore quelques questions à poser, même des choses très pratico-pratiques sur les canaux de communication digitaux. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À quelle fréquence publier sur Facebook, nous dit Baptiste? Alors là, du coup, c'est à peu près la même réponse que sur LinkedIn. La moindre des choses, c'est le minimum du minimum, c'est une fois par semaine. Idéalement, il faudrait chercher un petit peu plus, par contre. 2-3 fois par semaine, ça peut être bien. Par contre, toujours garder en tête vos objectifs. En fait, moi, par exemple, aujourd'hui, Facebook, Instagram, pour moi, c'est juste Instagram, par exemple, c'est juste de la marque employeur pour moi. C'est-à-dire qu'en gros, je veux montrer, la vie de l'agence en story, et je veux montrer qu'on gère bien un compte Instagram, etc. Et donc, cet objectif-là ne m'incite pas à publier une fois par jour sur Insta, par exemple. En fait, il faut toujours raccrocher ça à votre objectif. Si vous êtes dans une optique asseoir une image de marque, notoriété, visibilité, attirer du trafic vers votre site, etc., forcément, on va être sur un nombre de publications par semaine qui va être plus intense. Mais par contre, de nouveau, il vaut mieux une publication par semaine que vous êtes capable de tenir dans le temps plutôt que 5 publications par semaine durant 2 mois et ensuite plus rien du tout. Pour ça, je vous encourage à travailler avec un calendrier de publication. Il y a énormément de supports, de communication et d'articles de blog sur ce sujet sur le blog de l'agence pour pouvoir avancer sur le sujet. Que penser de Google My Business? Alors Google My Business, en fait pour moi, de manière générale, que vous soyez un indépendant qui ne veut absolument pas communiquer sur Internet parce que ça lui hérisse les poils, ou que vous soyez une grosse entreprise ou autre, il y a 2 prérequis. Le premier prérequis, c'est un site web et c'est une fiche Google My Business. La fiche Google My Business, elle est absolument indispensable. Elle est gratuite, ça prend 15 minutes à mettre en place. Une fois qu'elle est mise en place, si vous ne changez pas de numéro de téléphone, de lieu, de nom d'entreprise ou autre, vous n'y touchez plus. Donc en fait, c'est absolument indispensable. Ça vous permettra, donc, juste pour être au clair, la fiche Google My Business, quand par exemple vous cherchez le nom d'une entreprise sur Google, ça va être l'encart à droite que vous avez sur PC, ou encore les fiches qui vont apparaître dans les cartes Google Maps. Par exemple, si vous cherchez un restaurant à Lille, vous avez un ensemble
vous avez un ensemble de propositions qui vous sont faites sur une carte, et en fait ça répertorie les fiches Google My Business des restaurateurs. Donc vraiment, pour moi, c'est le minimum à faire, quitte à ce que vous soyez complètement silencieux sur le web par la suite. Je vois que certaines personnes sont encore en train de l'écrire, n'hésitez pas. Sur la fiche Google My Business, alors la base, en effet, c'est au moins de mettre le logo. Vous pouvez ajouter des photos si c'est pertinent. Exemple, des photos produits, des photos de l'équipe, des photos de vos locaux si c'est pertinent, des photos, voilà, vous pouvez. Et non, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez vous contenter d'une photo. Est-ce que c'est logo plus une photo ou juste logo? Je ne sais plus. Mais voilà, vous le faites en one shot, en fait, en une fois. L'avantage, ceux qui veulent aller plus loin avec la fiche Google My Business, vous pouvez aussi opter pour la rédaction d'actualités qui vont venir se mettre sous votre fiche, qui vont montrer le dynamisme de votre entreprise. Là, je vous encourage tout simplement à prendre le contenu que vous postez soit sur LinkedIn, soit sur Facebook, par exemple, et en faire une petite actu. Il n'y a pas du tout autant de formats que les formats proposés sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez facilement le mettre en place en dupliquant ce qui a été fait sur d'autres plateformes. Pas de souci, Baptiste. Merci à vous, du coup, pour votre participation et vos questions dans le cadre de ce webinaire. C'était un plaisir. Alors, sachez, je le répète, par contre, que nos webinaires sont passés sur un format non plus mensuel, mais sur un format tous les 2 mois. J'ai vu que je ne sais jamais si c'est bimensuel ou bimestriel, je ne cours pas de risque. C'est un format tous les 2 mois maintenant, parce qu'on a décidé de pivoter un petit peu sur la partie podcast. Donc, vous pouvez nous retrouver, je vous rappelle, tous les premiers et les 3e mercredis de chaque mois sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. N'hésitez pas à y aller, à nous laisser un avis, à nous indiquer ce que vous avez pensé de nos podcasts. Il y a aussi des petits encarts pour nous indiquer ce que vous en avez pensé. On parle de sujets d'actualité, on parle de nombreuses astuces, on parle de retour d'expérience de l'agence, le tout dans un cadre plutôt sympa, plutôt mode discussion. Donc n'hésitez pas. Pour le blog de l'agence, du coup, c'est sur agence-adverti.fr et ensuite dans la partie ressources blog. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.